Ouais, parce que nous, notre focus, c'est vraiment que les clients soient contents. Et je suis persuadée que quand les gens sont contents, ils en parlent autour d'eux. Et c'est bien plus performant que d'avoir des super belles campagnes de marque, etc. Si derrière, il y a vraiment pas des humains et des gens qui recommandent, je pense que ça sert à rien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Brand Podcast. Épisode assez particulier puisque c'est officiellement l'épisode le plus dur que j'ai eu à écrire depuis le début du Brand Podcast. Je m'excuse d'ores et déjà pour le petit trou qu'il y a eu entre les derniers épisodes. Il faut que je m'organise un petit peu plus pour avoir des invités de qualité, mais aujourd'hui on se retrouve avec Léa qui va se présenter d'ici quelques minutes. Voilà. Pour tous ceux qui découvrent l'émission grâce à ce podcast, je rappelle, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider, qui nous écoutez, à créer des marques fortes, des marques qui soient authentiques et qui soient adaptées au code du digital. Voilà. Léa, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bonjour Eddy, déjà merci de m'inviter. Et moi c'est Léa et je m'occupe de la brand et de la communication chez Buco. Je suis arrivée dans cette entreprise il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, quand on a lancé Buco à l'été 2018. Ok, super intéressant. Est-ce que tu pourrais rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que Luco, pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Oui, tout à fait. Buco aujourd'hui, c'est une assurance habitation simple et transparente. Notre but, c'est de faire en sorte que l'assurance soit comprise par tous et surtout qu'elle protège votre foyer, c'est-à-dire qu'on intervient également en amont pour faire beaucoup de prévention, pour éviter les pépins avant même qu'ils arrivent. Et quand ils arrivent, on s'est doté d'un super service client pour rembourser 2 fois plus vite, être très à l'écoute et surtout être transparent et responsable, parce qu'on a un business model qui est justement transparent. Si à la fin de l'année, tout l'argent que vous nous avez donné n'a pas servi à rembourser tous les sinistres, c'est-à-dire s'il y a un excédent, on le reverse à une asso que vous aviez choisi au début d'année en souscrivant. Ok, super cool. Je disais en intro que c'était l'épisode le plus dur que j'ai eu à écrire parce que jusque-là, on a eu droit à des e-com en termes d'invités, on a eu droit à des applications mobiles, mais encore jamais d'assurance. Voilà. Du coup, c'était un épisode assez challengeant, c'est aussi pour ça que je t'ai invité pour avoir des profils qui sont un peu plus différents. Aujourd'hui, on va parler de développement de marque, on va parler d'expérience de marque et à la toute fin, on va avoir une rubrique que je n'ai encore jamais mis, mais bon, on innove toujours dans les podcasts, donc tu vas découvrir tout ça à la fin. Voilà, petit rappel avant qu'on commence, on va parler d'un truc très simple, ça s'appelle le système de marque. Donc un système de marque, c'est divisé en 3 parties. On va voir tout ce qui va être physique, donc le produit, les bâtiments, les véhicules, ce genre de choses. On va avoir le mental, donc tout ce qui va être la représentation du monde du point de vue du client. Et on va avoir tout ce qui va être socioculturel, donc tout ce qui va changer la perception de quelqu'un. Et du coup, ça fait une bonne première introduction à ma première question, puisque Luco, c'est une assurance, donc fondamentalement, il n'y a pas de partie physique, donc c'est que du mental, du socio-culturel. Et comme bonne assurance veut, il y a ce qu'on appelle un cadre de référence. Le cadre de référence, pour ceux qui ne savent pas, c'est si je vous dis par exemple Apple, vous allez me dire Mac, vous allez me dire iPhone, il y a des mots, des images qui vont arriver dans votre esprit. Et quand je vous dis assurance, dans votre cadre de référence, normalement, si vous êtes normalement constitué, vous allez penser pénible, long, ce genre de choses. Et ça rend encore plus compliqué la chose parce qu'un bon marketeur doit savoir marketer n'importe quel type de produit. Et quand on arrive chez Luco, comme c'était le cas de Léa, quelles sont les 3 premières étapes selon toi pour influencer la perception des consommateurs et la rendre un peu plus bienveillante à votre égard ? Tout à fait. En fait, chez Buco, quand on a créé Buco, on est vraiment parti d'une feuille blanche. Chez Buco, dans la première équipe, il n'y a personne qui venait du monde de l'assurance. C'est juste, on est parti du constat simple que l'assurance, il y a une énorme défiance autour. Les gens font pas trop confiance à leur assurance. On a tendance à l'associer, comme tu le disais dans l'intro, avec des choses assez négatives. En mode, c'est compliqué, j'ai peur de pas être remboursé, j'ai peur de me faire arnaquer. Donc voilà, on s'est vraiment dit, il faut qu'on reparte d'une feuille blanche, qu'on imagine à nouveau tous les process de l'assurance pour que, elle soit compréhensible. C'est-à-dire que quand tu signes un papier, tu sais ce que tu signes. Donc on a énormément travaillé justement sur cette partie d'onboarding, sur comment faciliter la souscription et rendre ce contrat digeste et compréhensible à tous. Donc ça, c'est la première étape produit qu'on a travaillé. C'est vraiment la souscription. Comment rendre le contrat intelligible pour n'importe quel humain. La deuxième partie qu'on a travaillé énormément, ça va être le service client et l'accompagnement. Justement, l'accompagnement à la souscription pour être capable d'être dispo et répondre à toutes tes questions pour t'aider à comprendre ce contrat et ces mots un petit peu compliqués. Et la troisième partie qu'on a travaillé, qui finalement est assez physique, l'assurance, c'est pas que du mental, c'est justement l'accompagnement en cas de sinistre, avoir quelqu'un qui te répond,
être capable de t'envoyer un artisan qualifié dans la journée, si c'est une urgence, ou dans la semaine, chez toi, et de sélectionner justement sur le terrain les bonnes personnes pour faire les bonnes réparations chez toi. Ok, ok, parfaitement clair. En plus, en 3 étapes, super. Ça fait la bonne transition avec ma prochaine question. On va parler un peu plus positionnement. Comme tout le monde, vous avez des concurrents, évidemment, et vous faites un Tout à joli fait. travail pour vous différencier si on en croit les plus de 100 000 assurés qui vous recommandent et qui laissent des jolis avis sur votre site. Et du coup, ça vient de la CMO de chez Big Moustache qui m'a demandé de poser cette question aux prochains invités. Est-ce que tu pourrais me citer une qualité et un défaut d'un de tes concurrents? Bon, t'es pas obligé de les citer, si tu veux les citer, tu le fais comme tu veux. Alors, si on parle en termes de brand, la grande qualité qu'ont nos concurrents, donc qui sont des concurrents traditionnels, installés depuis longtemps sur le marché, c'est justement d'avoir développé des univers de marque très forts et d'avoir une super awareness. Donc, tous nos concurrents aujourd'hui sont très connus. Et quand tu interroges les gens, ils peuvent te citer quasiment une dizaine de marques d'assurance. Donc, voilà, là-dessus, ils sont vraiment très, très forts. Et je pense, à contrario, un défaut des concurrents, c'est d'avoir un petit peu laissé de côté le service client pour certains depuis un bout de temps. Et du coup, ce qui a un petit peu endommagé l'image de l'assurance, qui était plus vraiment à la rescousse des gens, mais plus un petit combat permanent. Ok, et du coup, ça fait un bon point avec mon autre question, parce que moi, je me demande toujours, quand on est sur ce genre de marché, de quelle manière est-ce que toi et tes équipes, vous travaillez? Est-ce que vous travaillez votre positionnement en mode on veut compenser les défauts de nos concurrents pour faire un bon produit, ou est-ce que vous prenez par exemple les forces de vos concurrents et vous essayez d'apporter encore plus de valeur sur ce segment-là? Comment vous faites? En vrai, je serais tentée de te dire ni l'un ni l'autre. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part vraiment du client. On a passé, avant de lancer Luco, des centaines d'heures au téléphone avec des gens, à tester le produit, à tester l'onboarding avec eux, et à vraiment chercher de quoi ils ont besoin. C'est quoi, quand tu veux assurer ta maison, ton principal problème et tes principales attentes. Et on a vraiment construit le problème, notre produit, suite aux problèmes et aux besoins des utilisateurs. Donc, tu te benchmarks. Enfin, je pense que si tu ne benchmarks trop sur le marché, tu as tendance à vouloir soit te différencier artificiellement, soit justement être trop dans la reproduction. Et nous, on a pris ce parti pris justement de partir d'une feuille blanche et de faire quelque chose de différent. Et bien sûr, il faut regarder comment le marché évolue, parce que le marché t'apporte plein de choses. Le marché t'apporte des innovations, t'apporte des idées, mais tu peux pas te construire 100% sur le marché, parce que sinon tu risques de tomber dans justement ce que tu combats, à savoir des défauts de service client et un produit beaucoup trop opaque et compliqué à comprendre pour le consommateur. Ok, parfaitement clair. Ça marche. On va enchaîner du coup plus sur la partie un peu plus expérience de marque. C'est une partie qu'on a pas mal développée avec l'épisode de La La Lab Romain Coirot, pour ceux qui nous écoutent toujours actuellement. Le storytelling, c'est un aspect assez important du développement d'une marque, et encore plus dans le secteur de l'assurance, puisque comme on l'a redit, c'est un secteur assez compliqué. Et moi, justement, en regardant vos vidéos sur votre chaîne YouTube, sur vos différents réseaux sociaux, je trouve ça assez bien foutu quand même, la manière dont vous arrivez à communiquer autour de votre marque, sachant que en fait vous avez une marque assez particulière, dans le sens où les clientes vous appellent que quand il y a une situation qui est difficile en fait. Il y a très rarement des clients qui vont appeler leur assurance quand tout va bien et que tout se passe bien. Et du coup, il faut expliquer aux clients comment ça va se passer. En même temps, il faut le rassurer. Enfin, il y a plein d'étapes. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de à quoi ressemble avec tes équipes votre processus d'itération pour créer des histoires autour du produit qui vont être pertinentes et qui vont engager finalement les consommateurs? Ouais, et ben alors en fait, il y a deux moments où les clients peuvent contacter Luco. Soit c'est au moment de la souscription, parce qu'ils ont des questions sur le contrat. Ils se posent des questions: qu'est-ce que je choisis comme option, c'est quoi le niveau d'indemnisation que je dois choisir, etc. Donc là, ce qu'on a mis en place en termes de discours et de moyens de communication, c'est on a mis en place un chat sur notre site internet. Et on a énormément investi sur le chat, dans le sens où on a beaucoup d'équipes derrière. On a plus d'une dizaine de personnes qui travaillent chez Luco pour être hyper réactifs et répondre en moins d'une minute aux gens qui passent sur notre site internet sur des plages horaires élargies. En fait, la plupart de nos concurrents, ils sont dispo par téléphone. Donc déjà, ils sont un peu plus compliqués à joindre. Tu vas être en attente, etc. Ou par contre, ils peuvent être dispo aussi en physique en agence. Et ils sont disponibles à des horaires assez classiques, ouvrés, tu vois, on va dire de 9h à 18h ou quelque chose comme ça. Et nous, on s'est dit, en fait, les gens, de 9h à 18h, ils bossent. Donc, on va essayer d'être
plus disponible pour eux. Donc, on est disponible dès 8h et jusqu'à 21h pour que quand les gens sortent du travail et s'occupent de ce genre de choses, on soit disponible. Idem, sur le chat, on va être disponible le samedi et le dimanche sur des plages horaires aussi larges. Donc ça, c'était vraiment pour se mettre dans leurs choses et se dire, quand est-ce qu'ils s'occupent de leur contrat, quand est-ce qu'ils ont besoin de nous, et on va se rendre disponible à ces horaires-là. Ok. Le chat, c'est du intercom ou c'est un outil fait maison? Ouais, on utilise Intercom. On aime bien, c'est bien fait. Et ça te permet justement de beaucoup améliorer après ton produit, parce que si tu es utilisateur Intercom, tu dois le savoir, mais tu peux taguer les conversations. C'est-à-dire que quand quelqu'un te parle de quelque chose, te fait remonter un problème, tu peux le taguer et ensuite faire des stats et te dire tiens, cette semaine pas mal de gens qui nous ont remonté ce problème-là, du coup on va prioriser dans notre roadmap. Ok. Et ça nous permet justement de beaucoup adapter tous les développements produits de Luco aux remontées en temps réel des utilisateurs sur le chat. Ok, ça marche. Moi, j'ai jamais personnellement utilisé Intercom, mais je sais qu'il y a pas mal de startups qui le recommandent. Du coup, voilà, pour nos auditeurs, sait-on jamais. Tout à fait, c'est un bon outil, que ce soit pour débuter, parce que nous on l'utilise depuis le début du co quand on avait 0 client, ou pour scaler. Maintenant, on a toujours le même outil et on gère des milliers de clients comparé à avant. Ok, super intéressant. Est-ce que pour du coup continuer avec un peu plus le storytelling, tu pourrais nous parler d'un contenu ou d'une campagne qui a bien fonctionné et nous expliquer un peu pourquoi, selon toi, ça a eu les retours que ça a eu? Ouais, tu veux une campagne sur quel type de média? Tu préfères un mass média ou social? N'importe quel média tant que c'est du digital. Donc c'est du digital, ok. Parce que récemment, on s'est pas mal lancé dans la télé et l'affichage. Ok. Mais je peux plutôt te parler du digital. Les campagnes qu'on va faire en social media qui marchent le mieux, c'est les campagnes qui relaient les reprises presse qu'on a. Parce qu'en fait, on est dans un secteur qui a l'assurance, où les gens ont besoin de vraiment faire confiance à l'acteur avant de confier leur contrat, parce que tu confies quand même ta maison, in fine. Donc du coup, on travaille beaucoup pour que la presse parle de nous. Et ensuite, on relaie énormément en social toutes les reprises presse. Et ça permet de venir rassurer les gens et d'encourager la conversion. Ok. Et du coup, vous avez utilisé ça du coup sur des vidéos, sur des photos? Tout à fait, on en fait des ads statiques ou en vidéo. Ok. Pareil, on essaye de beaucoup leverager toutes les bonnes reviews qu'on peut avoir. Donc, dès qu'on a des bonnes reviews clients, on en fait des ads et on les diffuse. Ok, vous faites des ads, du coup, celles qui fonctionnent bien, c'est du Insta, c'est du Google, enfin ça... C'est du Insta et du Facebook. Ok, du Insta et du Facebook, ok, ça marche. Ouais. Pas de souci. Bon, du coup, on va parler un peu plus du coup des points de contact. Les points de contact, c'est un sujet qu'on n'a pas encore vraiment abordé dans le podcast, donc c'est un peu l'occasion aujourd'hui avec Luco. Les points de contact, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sauraient pas de quoi je parle, c'est en fait tous les moments de la vie du client où il va être en contact indirectement ou directement avec la marque. Donc, pour donner un exemple, on pourrait parler par exemple d'une publicité, d'un post sur les réseaux sociaux, d'une recherche Google, ce genre de choses. Et pour les points de contact, j'avais envie que tu nous partages, selon toi, est-ce que tu aurais un canal d'acquisition / de communication qui est pour toi le plus sous-coté par les marketeurs actuellement pour dynamiser les conversions? C'est pas nécessairement obligé que ce soit du digital, mais voilà, juste un petit canal sous-coté, voilà. Canal sous-côté? Je pense que ça dépend beaucoup de ton industrie. Si tu veux être en B2C ou en B2B. Et nous, par exemple, tu vois que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout encore investigué et dans lequel on va se lancer, je pense, et qui n'a pas non plus été investigué par notre secteur, à savoir l'assurance, c'est l'influence. L'influence, ok. Voilà, donc je dirais pas que c'est sous-côté, parce que tout le monde connaît. Tout le monde y est confronté et tout le monde se dit ah ouais, ça marche hyper bien, mais ça n'a pas encore été appliqué à tous les secteurs. Ok. Il y a beaucoup de secteurs qui n'ont pas encore recours parce que dit plus traditionnels, etc., comme le nôtre d'ailleurs, mais je pense qu'il faut qu'on s'y mette. Et du coup, selon toi, comment est-ce que si demain, par exemple, vous voulez lancer vos premières campagnes d'influence, sur quel type de profil est-ce que vous allez partir? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'insight par rapport à tout ça? Ouais, je pense qu'il faut prendre des gens qui ressemblent à tes consommateurs et aux consommateurs que tu vises. Et nous, aujourd'hui, les gens qu'on vise, c'est les gens qui ont envie de prendre soin de leur intérieur, de leur maison, de se sentir bien protégés. Donc, je pense que tu vois tous les profils de jeune maman qui fait pas mal attention aux produits qu'elle achète chez elle. Ça peut être assez intéressant pour nous. Ou sinon, les profils un petit peu de papa bricoleur. Pareil, je pense que c'est des profils intéressants.
Donc ça sera peut-être pas forcément des influenceurs très mass market parce que tu vois c'est un peu plus des niches. Ok, ok. Parce qu'on est sur des publics qui peuvent être un peu plus âgés que la moyenne sur Instagram Mhm. qui est un peu plus jeune quand tu es sur des influenceurs plus lifestyle. Ok, 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 ça marche. Mais vos cycles de vente sur Luco, ils durent à peu près combien de temps du coup? Parce que si on reprend l'exemple de l'influence, j'essaie d'aller un peu plus dans le concret effectivement pour les auditeurs aussi. Comment est-ce que ça prendrait pas du coup un peu de temps au moment où il voit les contenus et au moment où il finit par souscrire? C'est assez court, hein, nous, nos cycles de vente. Tu vois, tu as les gens qui vont venir faire leur prix et après, ils vont se décider dans les jours qui suivent est-ce qu'ils prennent leur contrat chez Luco ou pas. Parce que souvent, en fait, l'assurance, on a besoin à un moment précis. Tu vas déménager Mhm. ou ton contrat vient à échéance. Et donc, c'est là, tu te dis, bah tiens, il faut que je m'assure et tu te renseignes sur Internet. Tu fais plusieurs devis, tu compares tes prix. Donc, c'est des cycles qui sont assez rapides. Ok, Donc justement, en fait, si tu fais de l'influence, ça permet d'élargir, enfin de gagner en notoriété, d'avoir plus de awareness. mhm. Et là, tu iras toucher des gens qui sont potentiellement dans cette phase de réflexion, de changer. Et après, ça se fera rapidement. Et nous, justement, en fait, on met en place après toute une démarche de retargeting. Tous les gens qui viennent sur notre site, bah forcément, après, on les target à nouveau sur les régies Google, sur Facebook, sur Instagram. Ok, parfaitement clair. Du coup, ça fait une bonne quinzaine, 16 minutes qu'on discute. C'est un peu short comme épisode, mais bon, heureusement, on a la dernière, la dernière catégorie de l'épisode. C'est tout nouveau. C'est un Fast and Curious, mais version marketing, version brand, on peut l'appeler ça comme ça. D'accord. Tu auras un choix entre deux petites propositions. Il va falloir que tu en choisisses une. Je pense que comme on a du temps, généralement je demande aux gens de ne pas justifier, mais comme on a un peu de temps, je pense que tu pourras justifier éventuellement. Voilà, Ok. voilà, est-ce que t'es chaud? Bah ouais, à fond. Nickel. Ok, communication ou acquisition? Communication. Communication, discours de marque ou identité de marque? Euh, hmm, Identité. Identité, brand Je pense que equity. ton identité forge ton discours, donc faut commencer par là. Ok, ok, ça marche. Brand equity ou NPS? NPS. NPS, ok, bah du coup on va reprendre chacun dans le détail, ce sera plus simple. Tu m'as dit communication ou par rapport à acquisition? Moi personnellement j'aurais dit acquisition, mais je suis curieux de savoir pourquoi communication du coup. C'était perso la question ou c'était pour Luco? Un peu des deux, hein. On est dans la partie un peu Ouais, plus ton avis tout à sur le fait. market, tout ça. Tout ça, bah, déjà, moi, mon focus chez Luco, c'est particulièrement développer la marque, la notoriété et notre communication. Donc, c'est pour ça que je te dis com, parce que c'est plus mon cœur de métier. Ok, ok, Et ça surtout marche. parce qu'en fait, chez Luco, on arrive à une taille où on fait plus, au début, on a beaucoup grossi avec que de l'acquisition et du marketing à la performance. Mhm. Maintenant, il faut qu'on passe à la step d'après. Il faut qu'on élargisse notre notoriété pour élargir le pool de cibles, entre guillemets, à Ok, aller acquérir. ok, Donc, on est obligé de passer maintenant à cette phase vraiment com. ok, ok, ça marche. Tu m'as dit identité de marque à la place de discours de marque. Ouais, parce qu'il faut une identité pour ensuite définir le discours. Mhm. Ok, Pour ok. moi, c'est l'étape logique. Ça se tient, ça se tient. Et du coup, brand equity ou NPS, tu m'as dit NPS du coup. Ouais, parce que bah, nous, notre focus, c'est vraiment que les clients soient contents. Et je suis persuadée que quand les gens sont contents, ils en parlent autour d'eux. Et c'est bien plus performant que d'avoir des super belles campagnes de marque, etc. Si derrière, il y a vraiment pas des humains et des gens qui recommandent, je pense que ça sert à rien. Ok, super. Bah, je sais pas ce que t'en as pensé, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup cette partie. Voilà, Ouais, carrément. pour le C'est prochain dynamique, c'est épisode, cool. je vais la garder. Voilà, on arrive bientôt sur la fin. C'est ton moment, Léa. Est-ce que tu as une question pour moi pour clôturer cet épisode? Ouais, carrément. Bah, je voulais savoir pourquoi tu t'étais lancé dans le podcast et quel était ton podcast préféré. Alors, oh là là, ça c'est une bonne question effectivement. Alors déjà, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans le podcast? Je me suis lancé dans le podcast, à vrai dire, il y a plus d'un an. J'ai fait déjà une Ouais. première émission qui s'appelait le Corporate Podcast, qui était disponible que sur YouTube. Et cette émission-là, elle avait pour but d'aider les étudiants à savoir un petit peu plus ce qu'ils voulaient faire de leur vie après l'école de commerce. Parce qu'en fait, je me suis rendu Mhm. compte très rapidement que moi, je savais plus ou moins que j'aimais le marketing, la vente, ce genre de choses, mais que tous les gens autour de moi n'avaient pas du tout d'idée de ce à quoi ressemblait par exemple la journée d'une RH, de quelqu'un qui bossait en finance, ce genre de choses. Ouais. Donc du coup j'avais fait ce podcast-là à l'époque, et ça partait vraiment de il y a un problème, bah, je vais le résoudre avec un podcast. Et puis je me suis prêté au jeu et j'en ai fait 4 épisodes et c'était franchement fantastique comme moment. J'ai pu rencontrer des gens qui étaient vraiment
vraiment incroyable. Mais le podcast, c'était quand même déjà novateur. Déjà qu'aujourd'hui, c'est encore assez jeune. À l'époque, il y a un an, c'était encore pire. Et puis surtout, j'étais sur une cible, les étudiants, qui, pour la plupart, ne consomment que très peu de podcasts. Donc j'ai arrêté. Et puis là, en janvier, je me suis dit, bah, pourquoi pas remettre le couvert et refaire une émission qui soit un petit peu plus précise cette fois-ci, pour parler des choses qui m'intéressent. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de podcast qui parlait de marque en tant que telle. C'était beaucoup du marketing en règle générale. Donc voilà, un truc un peu plus niché, j'aime bien. Et mon podcast préféré, bah, ça va faire un peu générique, mais bon, pour moi, c'est Génération Do It Yourself de Ok. Mathieu Stéphanie, parce que c'est plus ou moins lui qui m'a mis vraiment dans le podcast français, je dirais, avec des grands Ok. guillemets, parce que alors, le podcast, j'ai vraiment commencé grâce aux Américains, avec le podcast de CMO Podcast qui s'appelle. Je me rappelle plus exactement du nom de l'auteur, c'est une honte, mais de CMO Podcast, très bon podcast américain qui va vraiment en profondeur. Si vous voulez progresser en marketing, je vous conseille vraiment. Mais en français, du coup, ouais, ce serait plus Mathieu Stéphanie, parce qu'il a quand même, voilà, il a quand même beaucoup d'invités sur plein de Ouais. thématiques différentes. Et puis surtout, maintenant que je me prête à l'exercice, je me rends compte qu'il a quand même beaucoup d'invités, mais de manière très très régulière. Parce que avoir des bons invités, c'est cool, mais si les épisodes sortent tous les un mois, bah c'est un peu moins cool, quoi. Donc, du coup, voilà, Mathieu Stéphanie de CMO Podcast en anglais, je vous recommande vachement. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont toujours là après plus de 20 minutes à nous écouter. Comme d'habitude, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à écrire un petit avis. Oui, j'ai découvert récemment qu'on pouvait écrire des avis sur Apple Podcast, donc il faut écrire un petit avis quand même. Un petit avis sur le podcast pour supporter. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez depuis YouTube, à vous abonner sur Spotify et compagnie. J'espère en tout cas que cette nouvelle rubrique et les nouveaux profils qui vont arriver sur le podcast vous ont plu. C'est toujours Eddy pour un épisode du Burn Podcast. On se retrouve lundi prochain à 10h pour une émission. Et moi je vous dis à bientôt.